Salut le Power Booster et bienvenue dans ce Best of Power Boost numéro 3. On le sait, pour que son exploitation gagne en compétitivité, on peut diversifier nos cultures et mieux vaut se tourner vers des productions peu courantes. Aujourd'hui, on part à la rencontre de 4 agriculteurs qui ont pris cette voie, de la Bretagne à la Côte d'Azur. Revivez avec nous ces moments forts de l'émission Power Boost. L'œillette est une production assez technique, mais une fois qu'on la maîtrise, sachez qu'il y a de réels débouchés pour cette culture. Julien Cherrier, agriculteur près de Vendôme, nous a tout expliqué et c'est vraiment très intéressant. Je vais vous parler d'une culture, ça faisait longtemps que je voulais vous en parler. Il s'agit de l'œillette. Bonjour Julien. Bonsoir. Alors Julien, tu es agriculteur et tu as la chance de cultiver depuis combien d'années l'œillette ? Donc depuis 5 ans. Alors c'est compliqué à cultiver ? Il y a 2 points essentiels, donc c'est le semis qui est extrêmement difficile, c'est-à-dire que ça se sème à partir du 15 mars à des densités qui sont en général de 800 grammes à 1,2 kg selon la période où la culture est semée, et ça se récolte entre le fin juillet et le 15 août, où on peut avoir des problèmes de verse. Alors déjà, voyons le semis, c'est des graines qui sont minuscules, il faut avoir un semoir particulier ? Non, absolument pas, on le sème avec un semoir traditionnel. Par contre, il faut à tout prix surveiller la pique du semoir, c'est-à-dire semer en surface de façon à conserver le maximum de pieds en surface. Et puis côté récolte, est-ce qu'il faut une moissonneuse-batteuse équipée ? Non, par contre il faut faire attention à ces vents. J'ai fait adapter une poulie sur ma moissonneuse pour pouvoir récolter justement le pavot et limiter la perte sur la moissonneuse. Alors c'est vrai que quand on casse justement le pavot, on se rend compte qu'il y a énormément de graines dedans. Oui, c'est assez surprenant. Ouais. On en demande beaucoup au niveau français, on en a besoin aujourd'hui. Bien sûr. C'est vraiment quelque chose qui est... Donc celui-là, donc c'est une variété qui s'appelle la Marianne et qui est pour l'alimentation humaine. Donc il n'y a pas d'opium dedans ou ce genre de choses. D'accord. Concrètement, est-ce que c'est une culture qui paye bien ou pas ? Oui, c'est assez rentable, oui, effectivement, oui. Donc il faut y aller ? Il faut y aller. Autre question, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, la biodiversité. Voilà, exactement. Donc ça fait 12 ans que je suis en non-labour. Ça m'arrive éventuellement de ressortir la charrue pour des cas atypiques, problèmes de régras ou de vulpin. Mais l'essentiel de mes parcelles sont donc décompactées et hercées. Donc le but d'éviter de retourner la terre, c'est de conserver forcément cette biodiversité. Et aujourd'hui, on retrouve une structure de sol qui est assez étonnante. Quand tu dis biodiversité, c'est les vers de terre essentiellement. Voilà. Et puis tu cherches à allonger aussi la rotation ? Tout à fait. Donc on se retrouve avec 7 cultures sur le site. Aujourd'hui, j'ai 40 à 60% de têtes d'assolement selon les années. Donc c'est assez intéressant par rapport à du blé tendre où on est dans un contexte où malheureusement les prises ne sont pas toujours là. Tu es un jeune agriculteur qui croit dans l'agriculture ? Oh, bien sûr. Tu as repris la ferme de ton père et de ton oncle et en même temps l'entreprise ? Alors donc j'ai repris l'exploitation de mon père et de mon oncle. Par contre j'ai développé le côté entreprise. Aujourd'hui je cultive 350 hectares et donc mon assolement est le même chez moi que chez mes clients. Bon, merci beaucoup Julien et félicitations. Merci. Le lavandin est une culture typique de la Provence et attire chaque année de nombreux touristes. Mais avec le réchauffement climatique, cette production remonte vers le nord et on en trouve même dans les environs de Chartres. La famille Tchoka nous a accueillis sur son exploitation en pleine récolte, au cœur de cette magnifique région de la Provence. Non mais regardez-moi comment c'est beau tout ça. Salut Quentin. Bonjour, enchanté. Il y a pire Quentin quand même. Être agriculteur avec un paysage aussi beau, avec de la lavande et puis d'être ici sur le plateau Valençol, c'est quand même super, non ? Ah oui, c'est une très belle région, surtout l'été quand les lavandes sont en fleurs comme nous le voyons là. Ouais. Alors il faut expliquer, la lavande c'est une plante pluriannuelle. On la plante quand ? On la récolte comment ? Alors nous dans mon exploitation on la plante à peu près dans le fin novembre, début décembre.
Et après, la première année, nous ne la récoltons pas. Nous faisons le décimage. C'est couper les premières petites tiges de la lavande. Avec quoi? Avec un broyeur? On a une autre petite machine qui elle, ne fauche pas, qui ramasse avec des soleils. Et comme avec un petit lamier de faucheuse qui met en gros une autochargeuse, quoi. D'accord, ok. Et puis les années suivantes, on récolte. Voilà. Pendant l'été? Voilà. Pendant l'été, ça dure à peu près 3 semaines. Alors le principe c'est quoi? C'est d'essayer de ramasser au maximum donc la fleur et de la broyer. Voilà. Pourquoi? Parce qu'après on récupère quoi? Parce qu'après on récupère l'huile essentielle qui est extraite à la distillerie. D'accord. Donc on va essayer de broyer au maximum, voilà. C'est ça? Voilà. Et on coupe à combien? On laisse un peu de verre quand même? Voilà, on laisse un peu de verre. Il ne faut pas trop taper dans le bois pour que les années précédentes, la plante, la tige ressorte bien. C'est ça, qu'il y a encore un peu d'énergie pour faire que ça continue à pousser. Qu'est-ce que ça cherche comme type de sol? Plutôt filtrant, mais il faut de l'eau quand même, non? Ouais, ça demande un peu d'eau. Mais sinon, comme vous voyez là, ça pousse vraiment dans les pierres. Même des terres qui ne sont pas très très bonnes, c'est ça, globalement. Voilà. Donc ça valorise bien en fait tous les types de terroirs. Dans l'exploitation, il y a combien d'hectares là aujourd'hui? Là, à l'heure d'aujourd'hui, sur les lavandes, on a à peu près 200 hectares. 200 hectares. Et en même temps, vous faites de l'entreprise? Voilà, on fait de l'entreprise, des travaux sur d'autres champs, plusieurs agriculteurs, voilà. Je crois savoir que vous êtes l'un des plus gros du coin. Ouais. C'est-à-dire combien d'hectares en travaux? En travaux, à peu près 350-400. Bon, alors justement, on va voir au travail, puisque c'est toi qui pilotes la machine là. Ouais. D'accord? Allez, à bientôt, bonne continuation. Le miscanthus, ça vous dit quelque chose? Nous ne connaissions pas cette culture avant de nous rendre en Bretagne sur un chantier de récolte. Et sachez que pour récolter cette plante, il en faut de la puissance. Découvrez la Pro DX de 1200 chevaux avec à son volant Anthony Maléco. Bonjour Anthony Maléco. Bonjour. Alors c'est vrai que vous êtes le conducteur de cette machine, une machine qui fait quand même 700 000 €, donc c'est vrai que c'est un véritable plaisir. Qu'est-ce que vous avez un peu à l'avant, à l'arrière et sous le capot? Alors là on a une Pro DX de 1200 chevaux, équipée Krone avec un bec Krone et un bloc Asher Krone en fait. Une benne de 42 mètres cubes, un moteur MAN de 1200 chevaux. 12 cylindres. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une transmission, bien sûr, hydrostatique. Et tout ça, ça vous permet un début de chantier combien? On est autour de 150-200 mètres cubes, à peu près. Est-ce que c'est facile à conduire? C'est très agréable à conduire, un peu bruyant dans le miscanthus, mais autrement très agréable à conduire, oui. Et côté entretien, est-ce que c'est accessible? Très accessible, une partie moteur et une partie pompe sur le côté gauche. Et tous les filtres sont sur le même côté, côté droite. Alors je crois que vous allez acheter un bec un peu plus large. Alors non, on va essayer en fin de semaine un bec un peu plus large, un bec 12 rangs Krone aussi. Pourquoi? Pour peut-être la nouvelle machine. Pourquoi pas? Parce qu'effectivement au mois de juillet, vous allez avoir une seconde machine qui devrait rentrer? Oui, alors, toujours en location, tout à fait, une seconde machine. Qu'est-ce que vous gagnez par rapport à d'autres équipements plus traditionnels? En fait, c'est surtout par la grandeur du secteur qu'on a. Le tracteur remorque ne peut pas... Enfin, il y a trop de trajets, donc du coup, en camion, on gagne du temps. Et qu'est-ce que vous passez comme culture dans cette machine? Alors, on commence par faire du miscanthus en début d'année. Après, on passe en dérobé et de la luzerne, des trèfles. Et après, on attaque les maïs. Et ensuite, on retourne en dérobé avant la partie hivernale. Traditionnellement utilisé pour les toits en chaume des maisons japonaises, le miscanthus, aussi appelé herbe à éléphant, est une graminée pérenne rhizomateuse originaire d'Asie. Cette plante, au look de bambou, pouvant atteindre 3,5 mètres, est une culture à haut potentiel de biomasse. Anthony Maléco, merci beaucoup. Merci. À présent, on va s'intéresser aux constructeurs de cette machine. Ils sont belges.
L'ensileuse Pro DX4 a une histoire particulière. Tout commence en 1989, dans la famille Dutrieux, où la fratrie travaillant dans le service agricole mais passionnée de mécanique lance la Pro DX, ensileuse fait maison à partir d'éléments d'autres constructeurs. En 2000 et 2010 sortent respectivement la deuxième et troisième génération du véhicule. C'est en 2011 que son destin va changer puisqu'après l'essai de la Pro DX3, Mark Van Goey, patron de Gilles Clermont SA, décide de s'impliquer dans le projet en le finançant et en lançant la production de la Pro DX4. Cette dernière recevra même le prix Mécanique Show à la foire agricole de Libramont. Félicitations. Enfin, découvrez la culture de la figue avec le jeune agriculteur Baptiste Gutiérrez que nous avons rencontré dans le Var le mois dernier. Je vais vous parler d'une culture dont on parle peu souvent et pourtant c'est dommage. On va parler de la figue. Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors nous sommes ici à une vingtaine de kilomètres de Toulon. Il y a une AOP particulière pour la figue. Oui, c'est une AOP qui a été créée il y a une quinzaine d'années sur la figue de Soliès. Donc là on est dans un verger de figues de Soliès sur la commune de Hyères. Vous êtes installé depuis quand? Je suis installé depuis 2015, en figue et en vigne aussi. Mais Une exploitation familiale que vous avez reprise? j'ai repris des terres de ma mère, je suis la deuxième génération d'agriculteurs. Et pourquoi vous avez gardé la figue? C'est vrai que c'est pas forcément compatible avec la vigne. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué la vigne et la figue parce que les deux récoltes tombent en même temps, donc ça fait beaucoup de travail sur le mois de septembre, mais c'est assez intéressant et il y a une petite valorisation de faire de l'AOP figue de Soliès, je trouve ça intéressant. Ça se vend bien aujourd'hui, ça rapporte bien? Oui, la figue, ça fonctionne plutôt bien. On a une coopérative qui marche plutôt bien, un syndicat de la figue de Soliès qu'on est bien défendu. C'est une bonne culture aujourd'hui dans le monde actuel, la figue. C'est compliqué de mettre en place un hectare comme ça de figues? Non, enfin il y a un petit peu de travail au niveau de la taille, mais le plus gros travail c'est au niveau de la récolte. C'est 3-4 mois de récolte tous les 2 jours parce que la figue est un produit très frais. Donc il faut le cueillir tous les 2 jours, passer tous les 2 jours sur l'arbre du moins. Après il y a du travail de taille, d'entretien de sol et l'irrigation. Un figuier, lorsqu'il y a un figuier, il y a de l'eau. Et puis il paraît qu'il y a un ravageur qui s'attaque aujourd'hui aux figuiers. Oui, il y a le charançon noir qu'on a découvert l'été dernier sur une parcelle de figuier qui était pas très loin d'ici, qui s'attaque aux figuiers, oui, et qui fait ses galeries à l'intérieur et qui tue les figuiers. Et aujourd'hui, on est en train de chercher, mais on n'a pas vraiment encore trouvé de la solution pour combattre ce ravageur. Baptiste, à 27 ans, il faut y croire à l'agriculture. Mais bien sûr, si on n'y croit pas, on est mort. Hein. À un moment donné, il faut manger. C'est les paysans qui nourrissent la France. Il faut qu'on soit un peu plus soutenu quand même, parce que des fois c'est un petit peu compliqué à faire notre métier, mais je pense que l'agriculture aura toujours de l'avenir. C'est un besoin vivrière et en plus c'est un plaisir. Il y a de plus en plus de monde qui reviennent à la terre pour... Et il faut faire évoluer les modèles. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut tenir compte plus encore du consommateur? Il faut tenir encore plus du consommateur. Je pense que la vente directe a tout à jouer. On l'a vu après le Covid. Les gens étaient vraiment sur la vente directe. Tout ça, je pense que vraiment l'avenir, c'est de faire de la vente directe et faire de la qualité et aussi se faire plaisir en travaillant. Et là, on arrivera à quelque chose de bon. Et l'avenir, l'agriculture a forcément un bel avenir. Merci beaucoup Baptiste. Mais de rien. Voilà, c'est déjà la fin des Best of Power Boost. On espère que cela vous a plu et permis de patienter en attendant le retour de votre émission préférée dès vendredi prochain. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre chaîne Power Boost et ne manquez pas le rendez-vous de mardi prochain avec les Tontons Farmers. A bientôt.